Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Le temps c'est de l'art, ici chez mon ami Christophe Brasse. Est-ce que je peux dire que je suis ton ami, Christophe? Bien sûr. C'est bon, ça c'est fait, c'est magnifique. Donc dans son joli studio, un très beau studio avec de superbes pièces qu'il a engrangées tout au long de ces années, puisque Christophe a une grande expérience et il va nous parler de tout ça dans ce podcast. Christophe et moi, on s'est rencontrés il y a 5 ans de ça, lors d'un concert. La personne qui organise ce concert me dit « Écoute, j'ai le meilleur batteur de la place parisienne ». Et je dis « Ok, pas de souci, allons-y, jouons ensemble, voyons ce que ce monsieur a sous le coude ». Et effectivement, oui, Christophe Brasse est bien l'un des meilleurs batteurs avec qui j'ai joué. Et c'est le genre de batteur qui te fait jouer à ton meilleur niveau, tout simplement. Voilà. Il te met sur un petit nuage et tu as l'impression d'être porté, en fait. Porté par le rythme, porté par sa force. Voilà. Donc, merci Christophe de m'accueillir pour ce podcast. Merci à toi. Tu vas bien? Très bien. Oui, je sais que tu vas bien puisque tu pars au Canada d'ici quelques jours. Donc, Oui. à mon avis, voilà. C'est pas tous les musiciens malheureusement qui ont du taf. Mais voilà, Christophe, tu en as. Moi aussi, j'en ai. J'ai de la chance. Donc, voilà. Tout de suite, tranchons dans le vif du sujet. J'aimerais parler de cet amour pour la batterie. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer de cet instrument? Alors, la batterie, c'est venu assez jeune. J'avais la chance d'écouter sur la platine vinyle, d'ailleurs, qui est dans le fond, on voit pas là, mais je l'ai récupérée, une vieille Lenco. Je sais pas si ça dit quelque chose aux gens. Et donc, mon père me laissait écouter des vinyles. Voilà, donc ça commençait un petit peu comme ça. Donc, je sais pas, vers l'âge de 5 ans, 6 ans. Et puis il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'il y a eu un 14 juillet et il y avait un groupe de bal. Voilà. Et donc je suis resté scotché sur le batteur en emportant un morceau de baguette cassé chez moi. Et du coup, j'avais des espèces de cubes un peu jouets, tout ça. Alors je commençais à taper un petit peu partout. Et puis vers l'âge de 8-9 ans, je me suis dit, j'avais envie de faire de la batterie vraiment. J'arrêtais pas tout ça. Sur mon petit tourne-disque, je tapais sur les 45 tours que j'avais, etc., etc. Je dansais aussi pas mal. Peut-être ça peut expliquer. Et puis il y avait un vinyle aussi que j'aimais bien, qui s'appelait Conga. Et c'était à l'époque, c'était je crois Céron en fait qui avait. Donc ça commençait avec que des percus. Enfin bon, c'était assez percussif, on va dire. Donc je pense que ça m'interpellait aussi tout ça. Et puis donc vers 8-9 ans, en fait j'aimais bien aussi le tennis. Et mon père qui avait fait un peu d'accordéon jeune m'a dit peut-être choisis la batterie. Hein. Ça peut être... Donc par hasard, on a cherché une école dans le coin. En fait, j'ai jamais un peu bougé de ce coin ici. Et donc à Aulnay-sous-Bois. Et il y avait une école de musique qui s'appelle la Clé de Sol, qui existe toujours. Et dans cette école sont venus des profs de Dante Agostini, une des plus célèbres écoles de batterie en France et même en Europe maintenant, parce que on va dire, c'est les premières méthodes. Il y a une méthode, voilà, c'est ça, qu'on apprend partout dans toutes les écoles. Voilà, c'est connu depuis les années, je pense que ça a commencé dans les années 60-70. Ouais. Et donc il y avait Kenny Clark qui est passé à l'école, Dante Agostini, c'était un batteur qui jouait de mémoire plus dans on va dire dans les cabarets ou les choses comme ça, mais qui avait une grande expérience et puis qui a décidé de faire une méthode qui n'existait pas à l'époque. Parce que dans les conservatoires, c'était la percussion classique, mais il n'y avait pas... Pas de batterie. Non.
Voilà. Et aux États-Unis, il y avait des méthodes, il y a toujours des méthodes, mais on va dire que c'est un peu ciblé. Il y a une méthode de jazz, un peu, etc. Mais c'était plus basé, on va dire, sur des choses de rudiment. Et après, on allait voir des gens, etc. Mais une méthode, on va dire, complète. Il a voulu faire un peu comme une espèce d'encyclopédie. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis retrouvé par hasard à Aulnay-sous-Bois à voir un professeur qui est décédé maintenant, qui s'appelle Bernard Bassot, que j'ai eu pendant 3 mois, qui s'est fait remplacer parce qu'il jouait, je crois, avec Thierry Leluron, des choses comme ça. Et qui a été remplacé par une professeure qui s'appelle Nadia Touché. Et rappelle-moi, t'as quel âge J'ai 9 ans. 9 ans, ok. Voilà. Et en fait, ça a vraiment bien collé. Et super pédagogue. Vraiment, enfin, je vais dire mes professeurs parce que en fait, c'était mari et femme. Il y a Gilles Touché aussi. Tous les deux ont appris avec Dante Agostini lui-même. Et donc, j'ai bénéficié de cet enseignement-là, avec ces gens-là, avec une vision particulière par rapport à ce qu'on peut connaître de l'école Agostini, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment dans le fond de l'apprentissage, des bases, et d'accorder beaucoup d'importance au fait d'approfondir les choses. À la théorie La pratique, c'est-à-dire de rester longtemps sur des choses, de prendre le temps d'assimiler les choses, pour en faire quelque chose, un vrai vocabulaire, une vraie connaissance, et une maîtrise, une vraie maîtrise. Donc en fait, je les remercierai jamais assez. C'est vraiment, ça reste toujours quand je pratique la batterie, je pense toujours à eux parce que ce qu'ils m'ont donné, c'est pour la vie. Puis ils l'ont donné à plein d'autres batteurs. D'ailleurs, ils enseignent toujours. Ils sont à Aix-en-Provence. Ils ont leur école, Nadia et Gilles Touché. Génial. Et ils font des stages, donc n'hésitez pas. Si vous passez par cette école-là, par ces personnes-là, c'est une vraie chance. D'accord. Voilà. Et donc, combien d'années comme ça en école ? J'ai passé mon prix. Je pense que c'était 9 ans après. Je suis resté 9 ans, 8 ans ou 9 ans. Et puis 9 ans, je pense. Et voilà, donc j'ai eu mon prix de batterie Dante Agostini. Et on va dire que c'est là où ça commence. D'accord, à 18 ans. Ouais, en gros. En fait, à partir de 16 ans, j'ai fait un choix, c'est que j'ai, entre guillemets, quitté l'école. Entre guillemets, alors tu étais en temps partiel à l'école? Non, en fait, j'ai continué par correspondance. Ah, et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, je voulais devenir professionnel. Et quand ça s'est déterminé, je pense que c'était vers 12-13 ans. 12-13 ans, je savais que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Et comment c'est venu? C'est les cours de batterie, mais pas seulement. En fait, ils organisaient des stages de batterie sur une semaine. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser que c'est vraiment ce qui me passionnait. Et c'est génial de savoir à 12-13 ans savoir quel est ton destin, ton chemin de vie. Avec du recul, tu penses que c'est une chance, un privilège d'avoir eu cette... En fait, oui. Parce que je l'ai constaté autour de moi. En fait, je pense que quand on a une passion, quand on aime vraiment faire quelque chose, c'est le meilleur moyen de vivre heureux, on va dire, et de réussir. Voilà, parce que ça demande tellement d'investissement, tellement de temps, que si on commence à le prendre comme un travail, en fait, je pense qu'on n'a pas assez d'énergie pour faire ça. Et puis, ce qui fait la différence en général, c'est un peu général ce que je veux dire, mais c'est la persévérance.
Les gens, on va dire, qui on dit il a réussi tout ça. Il y a, on va dire, ce qu'on appelle du talent, mais je pense que c'est une aptitude à comprendre rapidement des choses. Mais on va dire que pour moi, tout est possible pour n'importe qui, entre guillemets. Après, c'est la vitesse auquel on acquiert un certain niveau ou sur le chemin. Mais il n'y a rien qui est impossible. Voilà. Entièrement d'accord. Mais c'est un beau message et je pense que dans la musique, il est d'autant plus valable parce que effectivement, les chances sont moindres de réussir et de vivre de sa musique. Et je pense que la chose qui tranche, c'est la persévérance et le travail. Et quand on comprend ça, on récolte très vite aussi les fruits de son dur labeur. Voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, Chris, là-dessus. Donc, je voulais te demander, parce que là, tu as des profs qui t'ont influencé, mais j'imagine aussi que tu écoutais pas mal de disques, pas mal d'autres batteurs. Et qui t'a influencé? Qui a influencé ton style? Alors, mon style, déjà, qui m'a influencé? En fait, grâce à mes professeurs, bon, j'écoutais des vinyles à la maison, donc il y avait, je sais pas, il y avait un peu de tout. Il y avait mon premier disque de jazz qu'on m'a offert, c'est mon grand-père, en fait, mon beau grand-père, mais qui était un amateur de jazz, donc voilà. Et donc c'était un disque de Dizzy Gillespie qui s'appelle Sweet Cadillac. Et c'était un beau mélange et c'était un bon choix. En fait, il avait été chez un disquaire, à l'époque ça existait encore. Et Dizzy, en fait, il y a toute une période où ça mélange pas mal avec un peu de latin, un peu de jazz. Donc on va dire que c'est... le jazz, c'est très large, hein, mais bon, ça va des choses très swing. Donc là, c'était un peu quelque chose de... Jazz latino? Ouais, jazz en même temps, mais avec un mélange, avec un côté un peu latin aussi. Subtil. Donc c'était je sais pas, à 12 ans, 11 ans, c'était une bonne entrée en matière, on va dire, pour avoir un vinyle, tout ça. Et puis... alors, donc j'écoutais ça, il y avait le batteur, mais à la maison, il y avait le disque de Grease, il y avait l'album que j'ai parlé, La Conga, il y avait une compile de Otis Redding aussi, donc il y avait un disque aussi qu'on a essayé de retrouver, c'était un peu de la soul, il y avait Creedence Clearwater Revival aussi, il y avait toutes sortes de choses en fait. Donc j'ai goûté un peu tout ça. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est d'aller voir un concert au New Morning. Et je pense que j'avais, alors, peut-être j'avais 12 ans ou 11 ans. Et en fait, c'était Elvin Jones. Donc le batteur de John Coltrane. Enfin, bon, voilà, une légende de la batterie. Et en fait, c'est ma professeure qui m'a dit il faut aller voir ça. Donc j'étais avec mon père, évidemment, et devant le New Morning et tout. Et on s'est retrouvés on va dire, Elvin était comme à l'écran, là. Voilà. Donc dans les premières tables au New Morning. Et c'était son groupe Jazz Machine, avec des super musiciens. Et ça jouait, on va dire... oui, il y avait un peu une influence encore free, mais c'était moins barré que dans les dernières périodes avec Coltrane, tout ça. Mais ça reste Elvin et voilà. Et ça m'a vraiment marqué à vie. Donc je remercie encore mes professeurs pour ça. Parce que de voir Elvin jeune comme ça, d'avoir un peu des notions de batterie quand même, mais c'était pas... ce qui m'a marqué, c'est pas le côté battéristique vraiment. Évidemment, c'est un très grand batteur, mais c'est l'énergie qui était dégagée. Il y a une espèce d'aura, quoi. Quand on le voit, quand on l'entend, on le perçoit, mais
quand on voit physiquement quelqu'un jouer, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des concerts. C'est pas pareil que YouTube, même si c'est très bien, mais ça vaut jamais le vrai live. D'aller voir en vrai, parce que là, même si je comprenais pas tout musicalement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui transcendait tout ce qu'on peut en fermant les yeux écouter. On sent qu'il y a quelque chose qui passe, une énergie. Et bon, pour les gens qui connaissent un peu Elvin ou pas, c'est un batteur mythique, mais qui a vraiment comme une espèce de force presque spirituelle, animale, ou qui rappelle un peu, même peut-être dans son jeu, les choses africaines et tout ça. Et c'est très fort, quoi. En fait, ça m'a... Quand je joue de la batterie ou quand je pense faire un solo en général, je pense pas toujours à la stylistique d'Elvin Jones, mais je pense à la force que j'ai ressentie quand il jouait. Pas spécialement un solo, c'était incroyable aussi, mais le jeu, tout. Et puis, quand tu le vois jouer, c'est la banane en même temps, mais pas tout le temps, mais il y a un truc de vraiment de... Il y a une aura, quoi. Il y a une force incroyable. Et ça, c'est dans les batteurs, dans les premiers que j'ai vus, des grands batteurs. Après, je suis allé aussi New Morning, j'ai vu Tony Williams. J'ai vu Peter Erskine, Omar Hakim. Je pense dans mes influences, Peter Erskine, ça a été ça reste quelqu'un de très important pour moi. Dans mon jeu, je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Enfin voilà, dans comment j'entends la batterie, il y a je me retrouve beaucoup dans ce que fait Peter Erskine, pas seulement, mais il y a eu Christian Vander aussi. Mes professeurs étaient fans de Magma. Voilà, Tony Williams, Elvin Jones, Christian Vander, c'était les trois piliers des batteurs. C'était leur Mont Rochefort. Voilà. Et Christian Vander, dans Magma, c'est un des plus grands batteurs français. Ouais. Et puis Magma, il y avait quelque chose de très fort aussi. Vander était très influencé par Coltrane, Elvin Jones, tout ça. Donc voilà, il y avait ce côté... on fait pas juste jouer de la musique pour que ça soit beau et joli et agréable. On veut dire quelque chose et on veut accéder comme à, je dis pas de la transe, mais quelque chose qui peut s'apparenter à ça, quelque chose qui emmène quelque part. D'accord. Donc déjà, tu étais très réceptif à cette dimension spirituelle. Ouais, en fait, ça m'a... Ouais, même à l'adolescence, ça a été super important pour moi, en fait. Donc voilà. Donc tu as été un bon gamin toute ta jeunesse, parce que tu étais du coup absorbé par... Bon gamin, oui, je pense que je n'ai pas fait trop de conneries, mais voilà. Et des parents qui te soutiennent énormément. Oui, qui m'ont soutenu, parce qu'en plus de ça, c'est que mes professeurs, ils faisaient l'aller-retour entre Paris et ils donnaient des cours à Dante Agostini Paris à partir d'un certain niveau, moi quand j'étais à un certain niveau. Et après, en fait, pendant 4 ans ou 5 ans, ils ont commencé à monter leur école à Aix-en-Provence. Puis au bout d'un moment, ils sont restés à Aix-en-Provence. Et moi, ça coïncidait avec qu'il me restait encore 2 ans pour finir le cursus. Et donc mes parents ont vu que c'était important. Et donc je suis allé toutes les semaines en train de nuit avec un ami, un super batteur, mais violoncelliste à la base, et qui est violoncelliste maintenant, qui fait ça beaucoup. Il s'appelle Médéric Bourg, et qui fait de la musique à l'image, tout ça, mais un batteur incroyable qui a bossé comme un taré, la batterie. On était ensemble en cours, en fait. Et donc, on faisait le voyage Paris-Aix toutes les semaines, le train de nuit. Donc on partait le soir et on arrivait le matin, on prenait notre cours et on repartait le soir. C'est pas vrai. Et pendant 2 ans, on a fait ça.
Donc voilà, pour continuer à être avec ces super professeurs, pour pas lâcher l'affaire avec eux, parce que voilà, il y en a pas beaucoup comme eux en fait. D'accord. Et puis encore maintenant, je pense que on va dire presque ouais, 25 ans après ou que j'ai fini, je mesure encore plus la valeur de leur enseignement, Ouais. puis de leur personne aussi. Voilà. D'accord. Et donc, dis-moi, Christophe, toi, ça fait à peu près une trentaine d'années que tu es professionnel, c'est ça? Alors, depuis l'âge de 16 ans, j'ai 49. Ouais. D'accord. Voilà, Faites le c'est calcul. dit. Ouais. Donc déjà une Euh, belle carrière. Tu pourrais prendre ta retraite, j'ai envie de dire, presque. non, Non, jamais, oui, jamais. jamais, Moi, jamais. moi Pas en j'espère. tant que On musicien, a la jamais. chance. Euh, Ma femme est danseuse et puis ma fille se destine un peu à être danseuse, mais malheureusement, voilà, quand on fait d'autres choses, il y a un peu le corps ou sportif, Mhm. ça dure moins longtemps. En tant que musicien, on peut durer, je sais pas, il y a Roy Haynes qui a, je sais plus, 90 ans encore, Ouais. Et qui joue, et qui joue. en live, c'est ça? Ouais, Voilà, toujours, ouais. donc bon, voilà, c'est Roy Haynes, mais il y en a plein. Voilà, moi j'espère jouer le plus longtemps Le possible. plus longtemps possible, d'accord. Au début, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que j'imagine que tu as, Oh, est-ce que c'était tu as des des musiques? bars, des Oui, clubs, voilà, c'est hein, ça. mais pas des. Pas des projets perso que tu as pu mettre en avant tout de suite. En fait, non, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas d'entre Mhm. guillemets de projet Oui, personnel sous mon nom. Mais oui, par contre, je participe à plein de projets, oui, 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 voilà, avec des gens avec qui je travaille des fois depuis oui. très très longtemps aussi, Mhm. ou pas longtemps. Ouais, Mais oui, ça commençait comme ça, ouais. ouais. C'était en Mhm. montant des groupes avec des équipes, voilà, Mhm. des gens D'accord. des musiciens qu'on connaissait. Ok. Quel meilleur souvenir tu as dans tes 33 ans de carrière, si j'ai bien fait le calcul? Ouais, par là. Il y a Ou eu si tu en as plusieurs, parce que j'imagine que tu en as ouais, il y plusieurs, en c'est a sûr. plusieurs. Après, Mais une belle une anecdote comme ça. il y en a plein, mais des choses marquantes, on va dire. Par exemple, quand j'ai remplacé un très grand batteur brésilien qui s'appelle Edu Ribeiro, qui est un peu bon, qui est un peu connu en ce moment Mhm. d'ailleurs, et qui est un peu enfin voilà, très très grand batteur de jazz brésilien. Et on s'est rencontrés, on a eu la chance de se rencontrer, et à un moment donné, moi je l'ai découvert par des disques de Chico Pinheiro. Et dans ces albums, c'est Edu Ribeiro qui joue. Et quand j'ai écouté ce batteur-là, j'ai écouté plein de musique brésilienne, tout ça. Il y a des artistes phares, et puis mais dans les batteurs, à un moment donné, par rapport à moi qui viens du jazz et qui est venu à la musique brésilienne, en fait, ça a tout de suite fait un flash pour moi parce que c'est un batteur qui a vraiment le vocabulaire brésilien, mais le vocabulaire jazz aussi. Il joue avec une batterie vraiment accordée jazz. Il a le vocabulaire jazz aussi. Il a étudié ça, il connaît bien ça. Et puis en même temps, le truc brésilien, c'est juste incroyable. Mhm. Donc c'est un bon mix. Et moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit voilà, si je devais jouer au plus haut niveau de la batterie jazz brésilienne, c'est comme ça que je voudrais jouer. Mhm. Donc j'ai beaucoup écouté ces albums. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est venu ici. Oh, Et d'où les belles. Donc on a bossé ensemble, tout ça, par un ami commun, c'est etc. génial. Et donc voilà, on a discuté et tout. Et à un moment donné, il m'a dit, mais voilà, ce que je fais des fois, c'est que je prends un morceau et je me dis, dans une semaine ou deux, je vais jouer avec les personnes qui jouent sur l'album. Je dois Mhm. remplacer le batteur. Le fait de faire ça, J'adore. donc le fait de faire ça, c'est pas comme relever, on va dire sans en pression. On dit tiens j'aime bien ça, tiens je vais relever ça. On fait pas toujours l'effort de jouer, de relever tout le morceau Mhm. entre guillemets. Bon, est-ce qu'il y a besoin de relever tout le Mhm. morceau? Peut-être pas, ou ça peut être intéressant, mais bon, c'est un gros travail. Mais
on travaille des parties, on va dire, des ça. fois, ce qui nous intéresse. Mais là, le fait de se dire, il faut que je joue avec les gars, ça veut dire que quand on va jouer, on va pas jouer un relevé. Donc, il faut avoir en même temps digéré ce que fait le batteur, la stylistique, tout ça, mais il faut écouter ce qui se passe musicalement et pour pouvoir répondre à tout ça en live, avec eux, en vrai. Donc, il faut parfaitement connaître la musique, il faut jouer dans la stylistique, mais en même temps, jouer comme nous, on l'entend. Oui, Parce que si on remplace le gars, on peut jamais être une copie de quelqu'un d'autre. On sera toujours soi-même. Jouer avec ta personnalité. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, 3 ans après ou 4 ans, en fait, j'ai été appelé pour remplacer Edu Liber avec Chico Pignero. Donc en Suisse, au Bird's Eyes, à Bâle. Et donc, sur 2 soirs, pas de répète, j'arrive là-bas. Wow. Et il m'avait envoyé le répertoire une semaine ou 2 avant. Comment j'ai rencontré Chico Pignero? Comment il a accepté? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré Chico Pignero lors d'une fête organisée par Philippe Baden-Powell, qui est le fils de Baden-Powell, qu'on connaît, voilà. Et lui connaissait Chico Pignero, donc il est venu, et puis on a jamais ensemble une fois. Et puis moi, j'ai écouté ses disques, tout ça, enfin Edu, tout ça. Donc voilà, ça a bien collé. Et donc, il s'est souvenu de moi, dit ah oui. Et puis parce qu'il avait demandé à Philippe, tu connais pas un batteur qui pourrait remplacer? Il y avait 2 dates à faire. Et déjà, Edu se faisait remplacer par un autre hyper grand batteur qui s'appelle Kiko Freitas, qui est le batteur de Jean Bosco, très grand batteur connu. Là, je sais plus, dans la revue Modern Drummer, je crois que c'était l'année dernière où il était élu meilleur batteur latin. Wow, okay, donc bon, voilà, c'est un des grands batteurs, même aux États-Unis connus, tout ça, incroyable. Donc en fait, j'ai dû remplacer au pied levé, et le truc, c'est que pas seulement le fait d'avoir écouté, mais d'avoir fait un petit peu ce que m'avait dit de Edu, le fait de se dire, tiens, en situation, finalement, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et ce qui était, et là, ce que je veux partager, c'est que je me suis dit, si je suis pas content de moi, quelle excuse je peux avoir? C'est-à-dire, je suis fan de cet artiste, j'écoute ça, je suis fan du batteur et je vais jouer à la place du batteur. C'est genre le rêve, quoi. Oui, c'est ça, c'est un rêve qui devient réalité. Alors, si ça se passe pas exactement comme je veux, là, je peux m'en prendre qu'à moi. Donc, j'ai eu 2 semaines et tout. Heureusement, je connaissais un peu les anciens morceaux, mais il y avait un nouvel album. Donc, j'écoutais le nouvel album, bossais les trucs, 2 semaines, machin, à fond dedans. J'arrive là-bas, évidemment. La répète, c'est la balance. Donc autant dire pas de répète. Voilà, 3-4, machin. Et même après le premier set, il me dit ah oui, je t'avais pas envoyé ce morceau-là. Oui, c'est un truc. J'avais mon iPod à l'époque. Et je dis ok, ok, ce morceau-là, oui. C'était un morceau que j'avais tellement écouté, voilà. Et du coup, on le joue au 2e set. Ouais, je lui dis c'est bon. Et donc, on joue tous les trucs dedans, machin. Et super, machin. Et donc, ça s'est bien passé. Donc ça, voilà, c'est pour ça que c'est une super expérience. Et la sensation que j'ai eue, tellement j'ai écouté cet artiste, etc., je me suis imprégné. C'est quand on a joué ensemble, on avait juste buffé une fois. Mais le fait de jouer sa musique, c'était comme si on avait déjà joué ensemble plein de fois, quoi. Il y a eu un truc tout de suite... facile, évident, on se comprenait. Donc voilà, ça c'était une super expérience. D'autres expériences, j'ai joué pendant 2 ans et demi, presque 3 avec Marceau Farah. J'ai fait la tournée de son album, son 2e album, Intérieur. Et donc, on a tourné un peu dans le monde entier. On a fait le Festival de Jazz de Montréal. C'est là où j'ai rencontré ma femme, qui est québécoise. Mais voilà, donc ça, c'était aussi... on a fait des très belles scènes. Et puis la musique est superbe. Voilà, une très bonne expérience. J'ai eu la chance de jouer à Bercy avec un groupe de gospel, Family One. Ah
qui est un projet de la Fondation d'Auteuil avec des jeunes, on va dire, qui étaient un peu en difficulté, mais qui, voilà, et dedans il y a des talents incroyables. Tout ça c'est orchestré par Charles Dumas, Chuck, et avec Leslie Delmotte, tout ça, et on s'est retrouvé donc avec plein des musiciens brésiliens que je connaissais aussi, voilà, dedans, Acelino de Paola, un super bassiste. Et là, c'était une super. Ça, je sais que j'ai des très bons souvenirs parce que au-delà, bon, Bercy, voilà, c'était une grande scène, mais même quand on jouait dans des entre guillemets petits endroits, enfin voilà, le gospel et tout, ces jeunes-là, il y avait une émotion, il y avait quelque chose de très fort en fait, qui se dégageait. Donc c'était, pour moi, c'était, et c'est assez récent, c'est pas si vieux que ça, hein. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché en fait. Qui m'a rappelé justement pourquoi on fait de la musique, tout ce côté un peu, on transcende un peu juste. Voilà, on veut dire quelque chose, on veut exprimer, il y a une émotion, un sentiment, voilà, au travers de ça. Quoi d'autre? La chance de jouer avec Sergio Mendes aussi, toujours avec Céline de Paola, grand monsieur, incroyable, et cultivé, qui parle très bien français. Un grand. Tu parles portugais d'ailleurs? Oui. Non, en fait, je devrais parler couramment, mais on va dire que je me débrouille et je comprends parfaitement, oui, on va dire. Ok. Voilà. Et du coup, c'est marrant quand même. Dans un. Déjà que c'est une niche, la musique brésilienne, mais en plus, musicien blanc, tu intègres cette communauté. Alors qu'on aurait pu penser qu'on veut privilégier peut-être une personne de sa communauté. Enfin, blanc, le Brésil, enfin ça c'est l'image qu'on a. Oui. Non. C'est très métissé. C'est vrai, c'est très métissé. São Paulo, il y a beaucoup d'Italiens, il y a même des Japonais. Oui. Alors on va dire, je vais rectifier le tir, français. Voilà, français, batteur français. Alors oui, effectivement, même on va dire qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui pensent à m'appeler. Voilà, des fois. Donc là, pas en priorité, mais oui, ils pensent souvent à moi quand c'est un batteur brésilien qui joue la musique brésilienne. Qui joue la musique brésilienne, d'accord. Voilà. Alors, le temps passe vite, mon cher Christophe. Et on pourrait parler des heures. Mais j'ai d'autres questions à te poser et je pense que c'est important que voilà, les personnes qui regardent le podcast puissent entendre tes réponses là-dessus. Du coup, oui, tu es musicien de scène, mais tu es aussi musicien de studio. Et donc, tu enregistres ici dans ton studio. Voilà, on est dans ton studio. C'est là que tu enregistres tes batteries. Donc, voilà, à l'image d'un studio professionnel, tu as tout ce qu'il faut ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton setup et qu'est-ce que tu fais, ici? Alors, ici, j'enregistre des batteries, mais pas seulement. J'enregistre aussi des groupes, des projets, avec plusieurs. Donc, je peux avoir 3 espaces séparés, acoustiquement. Et puis, voilà, c'est une de mes batteries. Je ne sais pas si on la voit. Oui, je ferai des petites images tout à l'heure, comme ça je pourrais mettre insérer tout ça. C'est une de mes batteries, mais j'en ai plusieurs, plein de caisses claires, etc., des cymbales, etc. Au niveau audio, voilà, c'est un assemblage au fil du temps de préamplis, de compresseurs, etc., équaliseurs, sommateurs, des écoutes, etc. D'accord. Un ampli customisé ici? Ouais, alors ça c'est un cadeau d'un voisin de mes parents donc il m'écoutait jouer de la batterie pendant toutes ces années de jeune, et ça le dérangeait pas. Et en fait, lui, il était guitariste de jazz, et quand ils ont déménagé, en fait, il m'a donné son ampli. C'est un Twin Reverb, c'est un super ampli. C'est un super ampli. Et qui sonne super. Voilà. Wow. Donc quel beau cadeau, magnifique cadeau.
Voilà. Et donc le son, comment c'est venu, ça m'a toujours intéressé déjà, le fait d'écouter les vinyles jeunes, etc. Bon, après, je pense que chacun, on a des choses qu'on aime. Moi, ça m'a toujours intéressé, d'avoir un beau son à la batterie. Les cymbales aussi, c'est très important pour moi. Je pense que les gens, de ce que j'ai cru entendre, en tout cas, sont assez sensibles au son des cymbales que j'ai. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Donc c'est un certain type de cymbales, de son, etc. que j'aime bien. La batterie, l'accordage, tout est important. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des séances par le biais du milieu brésilien, on va dire, mais pour en fait quelque chose qui n'a rien à voir, une stylistique, c'est la musique orientale. Un grand producteur qui s'appelle Jean-Marie Riachi, qui est à Beyrouth. Et donc ça a commencé il y a presque 17 ans maintenant. Et j'ai commencé, la première séance, c'était avec des super musiciens. Il y avait, je sais plus, les cuivres avec Christian Martinez, tout ça. Il y avait William Lecomte, un super pianiste, pianiste de Jean-Louis Ponty, entre autres, qui a fait plein de choses. On a beaucoup joué ensemble. Et donc, c'était la première séance pour cet arrangeur. Et donc, c'est l'ingénieur du son, en fait, qui m'avait entendu dans le milieu brésilien avec des artistes brésiliens, Carlos Werneck, Katia Werneck, avec qui j'ai joué pendant pas mal d'années. Et qui m'avait entendu, il m'avait conseillé, il m'a dit tiens, Christophe, super son, machin, tout ça, ça va le faire. Et donc je me suis retrouvé à enregistrer un premier titre pour Majda El Roumi, qui est une très très grande chanteuse orientale libanaise. Très connue, et dont un titre qui est encore connu maintenant. Le refrain, c'est chouf, chouf, tout ça. On entendait même ça dans les avions, dans les playlists de compagnies aériennes, tout ça. Génial. Et un titre qui fait, je sais plus, 6 minutes. Dans les standards orientaux, on va dire. Et c'est un mélange. Lui, cet arrangeur-là, il fait toujours... Pourquoi on était là avec William? Parce qu'il mélange le côté occidental, jazz, entre autres, avec le côté oriental. Et donc ça a été un peu une porte d'entrée pour moi pour vraiment faire des séances d'enregistrement qui étaient d'abord en France, parce qu'il venait, et après, quand il a refait son studio, un studio incroyable, à Beyrouth, on est allé là-bas, et donc j'ai eu la chance d'enregistrer encore pour Majda El Roumi, pour... Là, je sais pas, il y a un titre, je sais que j'ai fait ça au détour d'une pause pendant nos enregistrements pour un chanteur qui s'appelle Rami Ayash. Et il y a un des titres, je crois que j'ai vu, il y a 64 millions de vues sur YouTube. Voilà, donc pas que des petites choses. ouais, d'accord, ok. Donc, on mettra le son. Ouais, voilà. Ouais, super. Donc, pourquoi je parle de ça par rapport au son, c'est que cet ingénieur-là, qui s'appelle Xavier Escabas, qui est pour moi un des plus grands ingé-sons que je connaisse et avec qui j'ai travaillé, incroyable, super rapide, tout ça. Donc, voilà, c'était un peu comme... J'ai pas pris des cours avec lui, mais le fait d'enregistrer, voir comment il travaillait, tout ça, vu que ça m'intéressait, en fait, j'ai dit, voilà, c'est ça ma référence pour moi. Donc autant dans la rapidité d'exécution, etc., des choses, mais dans le son aussi. Et donc voilà. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé à faire du son. J'ai pas fait d'école d'ingé son. Je suis autodidacte, on va dire. Mais ce qui est important, c'est les oreilles. Donc à un moment, il faut faire la pratique. Donc, j'ai pratiqué beaucoup sur des projets. Ça m'a permis de pratiquer. Après, on essaie de voir comment fonctionne un compresseur. Mais le critère, c'est l'oreille. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un génie, on peut dire, qui s'appelle Émile Spagni.
s'est rencontrés parce que je donne, enfin là c'est un peu en pause, mais des cours depuis plus de 10 ans en Slovénie, à Kran. Et donc il y a Émile Spani qui donne des cours, moi des cours de batterie, puis des cours de rythme à tous les instrumentistes, ce qui m'a permis de développer aussi ce côté-là, de réfléchir comment enseigner le rythme En anglais, du coup? En anglais, Oui. là-bas. Et Émile, bah, c'est un génie. Voilà, des Grammy en mastering, musicien incroyable, pianiste qui a étudié avec Gil Evans, mais qui a la culture piano classique de l'Est. Enfin voilà, et qui a étudié à l'IRCAM le son. Il parle 7 langues, parfaitement français. Un génie, vraiment, vraiment un ami. Et donc j'ai pas mal appris en discutant avec lui, tout ça, on lui envoyait des choses aussi un peu pour qu'il me donne son avis, en écoutant ce qu'il faisait, etc. Et donc voilà, ça c'était un peu mes guides pour le son. Et quel guide, j'ai l'impression. Mais j'ai pas fait d'école. J'aurais aimé. Après, en tant qu'intermittent et musicien, c'est difficile de trouver du temps quand on veut rester actif. Mais j'aurais pu. Mais là, le confinement, c'était un peu la période pour les musiciens de s'atteler à justement. Ouais. Mais en fait, j'aimerais faire ça, mais bon, on va dire que ça c'est pas la priorité. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je fais des mix, j'ai mixé des albums, j'enregistre, mais je mixe aussi. Donc j'ai plein de choses à apprendre, hein, mais j'aimerais bien aller dans une école, mais je sens que par rapport au temps que je veux consacrer à toutes mes activités, on va dire que je peux continuer comme ça en continuant à apprendre et à progresser. Mais j'aimerais bien, dans l'absolu, faire... oui, parce que ça permettrait d'apprendre encore de nouvelles choses, de mettre à plat peut-être ce que je connais déjà, ou d'avoir une confirmation, et puis d'apprendre plein de choses qu'on apprend toujours. Hein. D'accord. Et pour celui qui commence dans le mix, donc... qu'est-ce que tu recommanderais, on va dire, comme matériel qu'il faudrait absolument avoir pour bien commencer? Moi, je trouve que maintenant, il y a tellement c'est tellement démocratisé, les cartes son, les micros. En fait, c'est juste une histoire de budget. Je pense que... Mais il faut se dire que c'est pas le matériel, des fois, le plus cher qui va sonner le mieux, on va dire. On peut très bien... En fait, le mieux, c'est d'acheter du matériel de bonne qualité par rapport à, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on veut, par rapport à nos besoins aussi. Si on enregistre une batterie, c'est sûr si on prend juste une carte son avec 2 entrées micro, c'est possible, mais bon, ça va être un peu limité. Donc forcément, ça va nous orienter sur des cartes avec plus d'entrées, etc. Donc c'est toujours une histoire de budget et ce qu'on a besoin. Oui, voilà. Par exemple, toi, j'imagine, si tu es chez toi avec guitare et voix, on va dire que si tu as 2 préamplis ou 3 ou 4, on va dire que tu n'as pas besoin d'avoir 16 préamplis, on va dire, simultanés. Oui. Donc, voilà. Parce que toi, du coup, quand on enregistre une batterie, tu as une multitude de micros et tu as besoin forcément de plus d'entrées pour... Là, j'essaie d'utiliser... bon, là, il n'y a pas tous les micros qui sont installés dans le sens où je mets des micros dans la pièce aussi. Mais disons que pour la batterie, oui, en gros, il y a presque, je sais pas, 11 micros, quelque chose comme ça. Après, on n'est pas obligé, ça dépend ce qu'on fait comme stylistique, etc. Mais ça donne plus de choix, en fonction du style. De ce qu'on veut, d'avoir plus de proximité, de définition. Voilà. Mais donc c'est sûr que bon, là j'ai une carte, voilà, c'est Orion anti-loop HD, donc il y a 32 convertisseurs. Mes préamplis, c'est des Harrison, super d'ailleurs. Et donc j'en ai 16. J'ai une table Studer 169. Donc des préamplis, c'est pour chaque... En fait, la carte son n'a pas de préampli. Oui. C'est que donc ça convertit le signal analogique en numérique. D'accord. Mais il n'y a pas de préampli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise pour me brancher un micro. Ou quoi que ce soit. Donc je branche mes sources, mes micros, tout ça dans les préamplis qui sont à part, qui après rentrent dans la carte son.
D'accord, ok. Et ça, donc en tout, j'ai 16 plus, c'est ça, plus 10, donc 26, plus les lignes, on va dire, j'ai presque 30 préamplis, voilà, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est largement suffisant voilà, pour enregistrer toute une formation, on va dire, classique. Évidemment, vu l'espace, j'ai pas un espace... Et qu'est-ce que tu as d'autre comme hardware sympathique là? J'ai un compresseur Manlev à Rému. Bon, ça c'est voilà, c'est un hardware magnifique, vraiment incroyable. J'ai un sommateur Tegeler. Donc voilà, c'est un peu pour l'instant ça. Qui est quoi? En fait, un sommateur, ça permet de, une fois qu'on a enregistré, donc quand c'est dans l'ordi, dans le numérique, de repasser comme si on passait par une table analogique, par des préamplis. Donc là, en fait, c'est 32. Donc je peux, par exemple, quand j'enregistre des batteries ou je fais des mix, en fait, toutes les pistes repassent par le sommateur, ce qui permet de vraiment... En plus, c'est un sommateur à lampe, donc ça permet de retrouver un peu le grain de lampe analogique sur chaque piste. Et donc, ça, vraiment, ça... Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Quand on fait in the box, on va dire, on repasse, ça permet d'élargir un peu le son, de donner un peu plus de caractère. Voilà. Et tu as des focales. Et j'ai des enceintes focales et des Shape 65, et c'est une tuerie. Voilà. Elles sont où les Shapes? Alors les Shapes, c'est les enceintes. Ah d'accord. D'accord, c'est le modèle. Voilà, c'est le voilà. Autant pour moi. D'ailleurs, on va écouter un de mes morceaux puisque j'ai ramené un petit, voilà, mon dernier titre à Christophe, et il va me donner quelques petits conseils. Voilà, pour m'orienter sur voilà. Si je peux, hein. Et voilà, et donc ce morceau que je vais faire écouter à Christophe, c'est un morceau qui apparaîtra sur mon prochain EP, donc que je sors très très prochainement. Enfin, vu que le podcast va sortir après, mon EP est déjà sorti, mais donc je vais finaliser plus ou moins grâce au conseil de Christophe mon morceau, et c'est celui que vous entendrez dans cette EP. Voilà. Christophe, tu veux rajouter un petit mot pour la fin? Peut-être ton actualité, qu'est-ce que tu vas faire là? Notamment, je sais que tu pars au Canada, si tout va bien. Alors, le Canada, c'est plus pour voir la belle famille. Mais prochainement, il y a un concert avec Clémentine, qui est une artiste avec qui j'ai... Ça aussi, c'est dans les choses, des bons souvenirs, mais qui est connue au Japon, uniquement. Voilà, depuis 30 ans. Moi, ça fait au moins, je pense, 15 ans que je joue avec elle. Et donc, on a fait le Blue Note Tokyo à chaque fois. Enfin, donc voilà, des super salles avec des programmations incroyables. Et donc là, elle a sorti son premier album en France, fait en France. Et donc, on joue au Bal Blomet le 16 décembre. 16 décembre, d'accord. Voilà. Et donc voilà, avec une équipe, avec des gens dans le milieu brésilien aussi, etc. Voilà, ça c'est un peu l'actualité. Et puis plein de projets, Latin Jazz, avec Sébastien Jiménez, le premier bassiste que j'ai rencontré, génial. Avec Renaud Palissot. Donc c'est le projet de Renaud Palissot. Et donc voilà, là c'est Latin Jazz, donc c'est plus influencé musique afro-cubaine jazz, on va dire. Donc pas trop brésilien, mais plus influence latine. Et donc voilà, plus des projets aussi un peu orientaux, jazz. Voilà. D'accord. Ok. De toute façon, je mettrai les liens vers tes réseaux pour que tout le monde s'intéresse un peu plus en détail à ce que tu fais. Christophe, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Et pour une fois, la conversation était différente puisque d'habitude, on parle au travers de nos instruments. Et là, on a pu un peu mieux se connaître. Donc, merci. C'est un plaisir. Merci à toi. Vraiment. Et on se dit à une prochaine fois. Allez. Merci. Ciao. Bye bye.